La politisation de l'autodéfense dans le Black Panther Party for Self-Defense, en fait, c'est pas le Black Panther Party for Self-Defense qui va politiser l'autodéfense. L'autodéfense, elle est déjà au cœur de l'ensemble des mobilisations pour les droits civiques aux États-Unis, justement dans le contexte des lynchages, c'est-à-dire que dès la fin du 19e siècle, une des plus grandes figures du mouvement noir aux États-Unis et de lutte contre le lynchage, qui s'appelle Ida Wells, va considérer que l'autodéfense est aujourd'hui la seule solution pour lutter contre les lynchages. Et ce qui est, l'argument de Ida Wells, c'est de dire, en fait, l'autodéfense est nécessaire, le passage à l'autodéfense est nécessaire parce que il s'agit d'une question de vie ou de mort, et que face à ces exactions systématiques, seule l'autodéfense pourra contrer en fait les ligues fascistes. Donc dès la fin du 19e siècle, on a des appels à l'autodéfense, on a l'organisation de groupes d'autodéfense dans le mouvement noir, et Ida Wells, Marcus Garvey prônent aussi l'autodéfense, Webb Du Bois est pour l'autodéfense, et Du Bois par exemple va raconter, alors qu'il est sur le campus de l'université où il enseigne, comment des groupes militants racistes débarquent sur le campus pour venir lyncher des étudiants, et même lui qui est prof se réfugie avec sa femme et prend son fusil et attend en fait les agresseurs. Et à partir de cet événement, en fait, il va vraiment considérer que ça a été seulement parce qu'il était armé et en position d'autodéfense qu'il était en mesure en fait de protéger en fait, de faire front, d'arrêter. Donc c'est une politique qui est déjà là, très forte, et qui va dans tout le sud des États-Unis ségréguer. On retrouve des groupes d'autodéfense qui sont organisés pour protéger la communauté et pour protéger en fait directement des vies. Mais c'est une autodéfense armée, c'est-à-dire c'est l'armement cette fois-ci. On n'est pas dans des techniques corporelles par exemple, on est vraiment dans une autodéfense avec armes. Et lorsque dans les années 50, 60, l'ensemble du mouvement pour les droits civiques s'oriente plutôt dans l'action directe non violente, on voit bien que c'est l'idée d'abandonner les armes et de plutôt rentrer dans des stratégies qui consistent en fait au contraire à adopter des postures non violentes et de résistance non armée face au racisme. Mais dans ce qui est prôné dans l'action directe non violente, c'est vraiment la construction d'un corps, la constitution d'un corps qui est dans qui va lutter contre le racisme en montrant par le fait qu'il endure la violence, qu'il est la cible de la violence, que la véritable violence vient de l'État, vient de la police, vient des populations blanches. Et donc il y a un effort que par cette idée de martyr, en fait, il y a un effet moral et politique qui soit produit. Mais c'est presque aussi de l'autodéfense, en fait, mais dans des formes de passivité, d'endurance, d'ascèse corporelle qui sont intéressantes et qui permettent juste de ne pas hiérarchiser ce qui serait bien entre la non-violence et la violence, par exemple. Et quand en 1965, en fait, le mouvement pour les droits civiques décide d'abandonner les stratégies d'action directe non violente, c'est décidé parce qu'on considère alors que les stratégies de non-violence ont atteint leurs limites, qu'elles ne peuvent plus rien faire, en fait, que l'effort de dénoncer comme immorale, illégale et injuste la violence raciste, ça ne fonctionne pas. La pédagogie, en fait, ne fonctionne pas, et la pédagogie au prix de la violence endurée, elle ne peut plus fonctionner, et que les exactions et les meurtres, eux, se poursuivent. Donc l'appel en 65 au Black Power et au passage à une autodéfense, il se fait dans ce contexte-là,
Et c'est théorisé quelques années auparavant, à la fois par Robert Williams, qui est une des grandes figures communistes du mouvement africain-américain, et qui en Caroline du Sud va organiser des groupes d'autodéfense. Et c'est théorisé, y compris par Malcolm X, dans un conflit qui l'oppose à Martin Luther King, qui est une discussion en fait sur la stratégie du mouvement, et où Malcolm X a ces mots qui sont extrêmement éclairants pour voir le rapport entre non-violence et violence, puisque Malcolm X considère que l'erreur de Martin Luther King, c'est d'appeler les Noirs à être non-violents vis-à-vis de leurs ennemis, et que Malcolm X n'a pas appelé à la non-violence pour les Noirs entre eux. Donc la position de Malcolm X est de dire la non-violence, c'est la stratégie à adopter pour organiser un mouvement en interne, c'est-à-dire nous devons être non-violents entre nous parce que c'est ce qui va précisément faire notre force. Nous ne devons pas nous faire du mal entre nous, il faut éradiquer la violence. Au contraire, cette violence, il faut la tourner vers ce qui est la source même de l'oppression, contre le système raciste de la société américaine, contre la justice américaine et le suprémacisme blanc. Donc à partir de là, le Black Panther Party for Self-Defense va avoir cet héritage. Et le deuxième héritage du Black Panther Party, c'est Fanon. Et c'est le texte des damnés de la terre que tous les militants du Black Panther Party sont tenus de lire avec Mao et Marx. Et dans les damnés de la terre, l'idée fondamentale de Fanon, c'est de considérer que la violence, en fait, elle est la praxis absolue, c'est-à-dire elle est la seule posture politique incarnée, la seule pratique qui est en mesure de renverser la société coloniale. Et comme praxis absolue, elle se constitue comme devant être ce que je dois agir pour renverser la violence coloniale. Et donc, à partir de Fanon, en fait, le Black Panther Party va prôner ce qu'ils appellent le gun power et vont considérer qu'il y a une violence activée, mais qui n'est pas une violence au sens d'affrontement ou de partir au combat, etc., mais qui est d'activer le corps, c'est-à-dire que cette violence subie, je dois la réapproprier, la réanimer et en faire le moteur d'une action. C'est d'abord ça, avant tout, la pensée de l'autodéfense et de la violence. C'est l'idée vraiment de faire de cette endurance, de cette rage intériorisée du fait d'une violence perpétuelle qui opprime les corps, de la réactiver, de la réorienter en fait vers une destruction du système. Donc quand le Black Panther Party for Self-Defense produit un programme d'autodéfense, la question de l'arme, c'est une question d'abord de sortir armé dans la rue. Ça ne veut pas dire utiliser l'arme contre les fascistes ou contre la police, ça veut dire sortir armé, et donc c'est dans presque des formes de performance en fait, d'un corps qui dit maintenant en fait, nous ne nous laisserons plus faire. Donc c'est l'idée vraiment d'un changement d'éthos en fait. Et le programme d'autodéfense, il va avoir l'arme, il va avoir le code juridique. Donc les militants du Black Panther Party vont suivre en fait les patrouilles de police à Auckland, et dès qu'une voiture de police à Auckland va arrêter un noir pour un délit qui est complètement qui est juste l'occasion d'une maltraitance ou d'un lynchage, en fait les militants vont se tenir avec le code juridique et rappeler à haute voix, à côté de la patrouille de police, les droits fondamentaux de l'individu qui est interpellé. Ça devient de l'autodéfense en fait, par l'ultralégalisme qui est employé. Et ensuite on va avoir tout un programme d'autodéfense de la communauté qui est une forme aussi de défense de soi, de défense de la vie et de défense des conditions de vie même de la communauté africaine-américaine, parce que l'analyse politique de base, c'est que le système raciste états-unien rend la vie de la communauté africaine-américaine, des citoyens africains-américains, rend cette vie invivable et les expose
à des risques gradués de mise à mort ou de conditions mortifères d'existence. Et donc on va avoir l'organisation de petits déjeuners pour que les enfants aient à manger avant d'aller à l'école. Donc on est vraiment dans une politique de la vie en fait, par l'autodéfense et l'auto-organisation. La création de dispensaires pour la vaccination, la création de systèmes de transport public, d'écoles du soir, de formation, de bibliothèques. Et on va avoir tout ce programme qui est mis en place et qui constitue une autodéfense politique révolutionnaire. Et une autre partie, c'est des programmes aussi d'entraînement des corps. On va avoir beaucoup la diffusion de pratiques de Kung-Fu au sein des militants du Black Panther Party for Self-Defense. Et avec le Kung-Fu, c'est encore une fois, c'est-à-dire en deçà d'une sorte de héroïsation, mythologisation aujourd'hui du Black Panther Party for Self-Defense, avec cette idée qu'il y aurait vraiment des corps qui performent, une sorte de surpuissance, etc. C'était pas dans la pensée, c'était utiliser le Kung-Fu pour, encore une fois, convertir la violence subie en moteur d'une action et en transformant en fait cette violence en insurrection. Et donc c'est à chaque fois l'ensemble de ces pratiques martiales. C'est pas l'idée de s'entraîner sportivement, c'est la question d'ascèse martiale de soi, c'est-à-dire d'exercice de soi, d'éthique de soi, de transformer en fait son corps pour produire des formes de subjectivation politique. On ne défend pas un sujet puisque le sujet n'existe pas, il est nié par un état racial, mais par la transformation d'une pratique de soi, d'une façon d'être au monde, même très corporelle, en fait, on produit un sujet politique et on construit un sujet qui est un nous. Et c'est aussi montrer que l'ensemble de ces techniques martiales, en fait, ce n'est pas l'idée d'aller chercher un ensemble de techniques, par exemple, pour apprendre à se battre. C'est partir de ces conditions matérielles d'existence et de trouver un mode d'être, même dans le moindre de ses muscles, pour advenir comme un sujet.